Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Hilard. Pierre Hilard, bonjour. Bonjour. Alors Pierre Hilard, vous êtes docteur en sciences politiques, historien, journaliste, professeur dans l'enseignement supérieur. Oui, ça m'arrive. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont La chronique du mondialisme, sorti aux éditions Retour aux sources, et disponible sur le site contreculture.com, et La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, sorti lui aux éditions Desclés de Brouwer, c'est ça ? À l'origine, c'était les éditions François-Xavier Guibert, puis ça a été repris par Desclés de Brouwer, oui, effectivement. Et puis il y a de cela presque un an maintenant, 7 mois. a été traduit de l'anglais et édité aux éditions Retour aux sources et disponible sur le site contreculture.com, un ouvrage de Carroll Quigley intitulé « Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine ». Et il se trouve, Pierre Hilard, que vous en êtes le préfacier. Alors, avant de parler du livre et de son auteur, chers auditeurs, sachez que comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour Pierre, bonjour à tous. Tout d'abord, Pierre Hilard, quelques précisions pour nos auditeurs. Je parle sous votre contrôle. Carroll Quigley, mort en 1977, était un Américain, spécialiste des relations internationales et, disons-le tout de suite, était acquis au principe de la gouvernance globale, Oui. dont il décrit les mécanismes dans son livre. Il n'était simplement pas d'accord avec la méthode employée par l'oligarchie, trop secrète, trop opaque, selon lui, et qu'il aurait voulu voir Open. en plein jour. Donc en fait, son livre vise à améliorer cette gouvernance globale en la rendant plus transparente. Oui, d'une certaine manière, mais aussi d'inciter peut-être ses amis à être, plus ouverts sur le monde, à un côté angélique. Et c'est, en revanche, j'ai tendance à croire que Carroll Quigley avait un côté naïf, parce que il n'avait pas compris la racine profonde, animant, et en tout cas nourrissant ce nouvel ordre mondial, cette gouvernance mondiale, parce que la finalité, c'est une gouvernance mondiale où les anglo-saxons ne sont que les seconds couteaux, puisque le fond de l'histoire, c'est une volonté de la part il faut dire le mot, du judéisme talmudique, à reprendre le dessus et imposer son modèle, les anglo-saxons n'étant que l'instrument. Ce qui explique pourquoi les anglo-saxons d'ailleurs sont à ce point liés au monde juif, puisque vous avez eu la fameuse alliance avec Oliver Cromwell au XVIIe siècle, avec une alliance entre le rabbin Menasseh ben Israël, qui était le représentant de la communauté juive des Pays-Bas, enfin des Provinces-Unies, enfin je dis Pays-Bas pour aujourd'hui, et Cromwell qui était donc protestant. Et donc une alliance, une compréhension, et voilà, donc c'était un peu la marque de démarrage. Le judaïsme talmudique a besoin d'un pays ou d'un groupe de pays comme outil politique, outil économique et outil militaire pour imposer ses vues. C'est pas avec le Bangladesh ou les îles Fidji qu'ils pouvaient faire ça. Donc il fallait un pays ayant une des références spirituelles proches du Talmud, pas trop quand même, et ayant les caractéristiques matérielles et les ressources matérielles pour être une arme de guerre. Et ça a été le monde anglo-saxon. Voilà. Et dans cette histoire, les Marranes ont joué un très grand rôle, c'est ce que vous expliquez dans votre préface. Oui. En fait, les Marranes, donc, ce sont ces juifs de la péninsule ibérique, faussement convertis au catholicisme, qui ont joué un très grand rôle puisque il y a eu une alliance entre l'appareil politique anglais et les Marranes. Vous aviez des représentants Marranes à Londres et certains, je pense en l'occurrence à un certain Hector Núñez, donc nous sommes au XVIe siècle, qui avaient des représentants, des agents commerciaux en Espagne, Portugal, en Amérique du Sud, et entre autres, il y en avait un à Lisbonne, qui voit l'invincible armada se préparer pour donc cingler vers le nord en direction de l'Angleterre et attaquer par surprise la jeune monarchie anglaise, enfin la monarchie protestante anglaise d'Élisabeth Ier, qui était la fille d'Henri VIII. Et cet agent commercial, qui est aussi un espion, va, avec les moyens de l'époque, les moyens plus rapides, c'est-à-dire avec
les chevaux, faire remonter l'information à travers l'Espagne, puis ensuite la France, le bateau à travers la Manche, à nouveau cheval jusqu'à Londres, prévenir les deux ministres qui travaillaient au service de la reine Elisabeth Ier, donc pour les alerter de l'arrivée imminente de l'invincible Armada. Les Anglais tombaient des nues, donc ils ont eu le temps de s'organiser pour parer le coup. Alors certes, il y a eu une tempête qui a joué un rôle en faveur des Anglais, mais quand même, le fait d'être sur leur garde, ça a permis aux Anglais d'avoir le dernier mot. Et donc, les Anglais se sont rendus compte que, outre l'aspect économique, ces marins étaient aussi de parfaits espions. Et donc, il y a eu une entente, et une entente d'autant plus grande que les Anglais sont tombés au XVIe siècle dans le protestantisme. Car quand on compare le protestantisme et le judaïsme talmudique, on se rend compte que le protestantisme est un christianisme judaïsé. Quand vous avez un pays qui tombe dans le protestantisme, vous avez systématiquement la disparition des monastères, des couvents. Le pasteur est un rabbin, d'une certaine manière. Ce n'est plus une personne consacrée comme le prêtre. Le pasteur n'est plus l'intermédiaire entre le Christ et ses fidèles. C'est un fonctionnaire. Et donc, il y a une connivence, une communion de pensée. Et dans l'esprit protestant, le fait de réussir matériellement, c'est une preuve d'être donc bien vu de Dieu et qu'on peut se racheter, alors que ce n'est pas du tout Mais c'est au-delà d'une connivence, une corruption de la part de la synagogue. Écoutez, Vincent, j'ai essayé de trouver un mot plus doux. Vous êtes tout de suite, vous rentrez. Cela dit, Je plaisante. Oui, c'est une corruption, mais cela dit, j'essaie d'être diplomate. Écoutez, vas-y, Xavier. Cela dit, Pierre Hillard, la greffe a moins bien pris avec la branche luthérienne du protestantisme. Alors, oui et non, parce que quand même, à la base, le protestantisme, qu'il soit luthérien, calviniste, anglican, est marqué par une décatholisation. En fait, il y a la disparition du principe de la transcendance dans le protestantisme. Mais il ne faut jamais oublier que vous aviez une présence juive importante en Allemagne et qu'il y a eu des contacts avec les élites qui allaient donner ensuite naissance à Luther. Il ne faut jamais oublier, par exemple, des hébraïsants comme Reuchlin, qui déjà avait une vision d'esprit d'ouverture à la Vatican II à l'égard du monde juif. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le protestantisme est une version édulcorée du catholicisme et une religion, enfin un christianisme judaïsé, qui se rapproche par bien des aspects du judaïsme, et donc il y a des possibilités d'entendre. Vous savez, pour s'entendre, l'amitié, c'est s'appuyer sur des points communs. Pour se marier, il faut aussi des points communs. Et bien là, c'est fatal entre le judaïsme talmudique et le protestantisme. Il y a des points d'ancrage, chose qui n'existe pas dans le catholicisme, puisque dans le catholicisme, le judaïsme est mort et enterré depuis l'arrivée du Christ. D'où ensuite la création du Talmud, qui s'est mis en place après le Christ pour combattre le catholicisme. Donc on voit qu'il y a des fossés chez l'un et des points communs avec le protestantisme chez l'autre. Donc revenons-en au mondialisme. Oui. Pour vous, le mondialisme est un messianisme pressé. Voilà, donc c'est une volonté de la synagogue d'imposer un modèle politique et religieux au monde entier, en fait. Oui, parce que vous avez ce qu'on appelle les prosélytes de la porte. Les prosélytes de la porte, là, il faut lire le rabbin Ali Ben Amozeg, Israël et l'humanité, qui dit qu'il faut mettre en place un système où le peuple juif est le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique, monothéisme, et le reste de l'humanité non juif, les goy. Donc, les non-juifs, c'est tout ce qui est tous les peuples européens, asiatiques, d'Afrique du Nord, etc. Et dans cette histoire, le peuple prêtre, au temple, le temple étant vraiment le cœur nucléaire de la pensée juive, talmudique, est entouré de fidèles qui sont ce qu'ils appellent d'ailleurs les prosélytes de la porte, c'est-à-dire ceux qui peuvent, par les lois noachides, qui sont donc, c'est la religion uniquement accordée aux non-juifs, peuvent se rapprocher du temple, la maison mère, mais pas rentrer au cœur. Donc ce ne sont que des seconds. Il y a une vision hiérarchique chez les Juifs via la religion noachide. Et donc l'organisation spirituelle et temporelle du monde doit être faite en fonction de ce critère, avec disparition des nations,
un émiettement des États pour créer une humanité nomade, interchangeable. D'ailleurs, ce sont des termes utilisés par l'ami Jacques Attali, une humanité déracinée. Et donc, cette humanité déracinée étant au service du seul peuple digne, le peuple prêtre, le peuple juif. Voilà, il suffit de lire Ben Amozeg, c'est d'une clarté. Mais il faut lire aussi les écrits de rabbins comme, j'en cite un au XIIIe siècle qui s'appelait Moïse Namanide. Vous avez aussi Abraham Aboulafia, vous avez David Reveni, vous avez l'autre Solomon Molcho, qui sont des rabbins du XVIe siècle qui évoquaient aussi toujours cette idée de messianisme juif et de primauté des juifs sur le reste de l'humanité non juive. C'est une permanence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des intellectuels juifs de premier plan comme Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy et un certain nombre se revendiquent ouvertement de Maïmonide, du Gaon de Vilna, de Rachi et de tout ce corpus talmudiste, kabbaliste. Attali, on a mis une vidéo sur le site, parle face caméra du tikkun olam, c'est-à-dire du concept kabbaliste de réparer le monde. Il y a plus de filtre. Oh oui, et d'ailleurs, quand vous parlez du tikkun olam, il y a trois étages. De bas en haut, vous avez, si je m'abuse, la teshuva, la repentance, c'est-à-dire que les non-juifs doivent se rendre compte de leur erreur, de ne pas avoir reconnu la grandeur du peuple juif et de son caractère messianique. Ensuite, il y a la réparation, tikkun olam. Donc, il faut s'employer à réparer le monde pour le rendre conforme d'un point de vue spirituel temporel aux normes, à la doxa talmudique. Et ensuite, troisième étape, qui est la tzedaka, qui est une sorte d'aumône de la part, entre autres, des non-juifs à l'égard de la caste supérieure. Voilà, c'est une vision très hiérarchique. Mais oui, maintenant, ils se lâchent. Mais vous savez, ils se lâchent d'autant plus facilement, c'est que il n'y a plus, sauf exception, un système immunitaire, spirituel, philosophique chez les Français. Pour eux, on est tous frères. Vous savez, le côté cuculapraline des Français, des Espagnols, des Italiens, peu importe, nationalité européenne, mais il y a un côté peace and love, si tout le monde se donnait la main, il n'y aurait plus de guerre, etc. Alors, évidemment, face à cette bouillie, en face, ils se frottent les mains et peuvent agir sans problème. Pierre Hillard. Ouais. J'ai une question qui me brûle la langue. Allez-y. Est-ce que vous n'allez pas trop loin quand vous parlez par exemple de Poutine, quand vous parlez de Chavez, qui participerait de cette... attendais. Vous y attendiez, bien sûr. J'étais obligé de vous poser cette question. J'étais... Mais soyez nature, Vincent. Je vous en prie, répondez-moi. Alors, pour l'ami Poutine, d'ailleurs j'en parle entre autres dans l'avant-propos du bouquin Quickley, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Poutine, évidemment, est un homme de très grande intelligence, grande personnalité. C'est un lieu commun. Bon. Mais pourquoi je ne crois pas à Poutine? Parce que nos ennemis ont tous les défauts de la Terre, sauf d'être des crétins. Ce sont des gens très intelligents, subtils, prévoyants. Quand je dis prévoyant, qui fois prévoit des choses à 50 ans ou 100 ans d'avance. Un exemple, vous allez voir, je vais revenir vers vos camarades. Vous avez par exemple, dans la volonté de créer une gouvernance mondiale, la volonté de créer, vous avez plus exactement la création en 2004 d'un institut mondialiste qui s'appelle CGLU, Cité Gouvernement Locaux Unis, qui a pour objectif de gérer la planète pour tout ce qui est ville et commune. Et il est actuellement dirigé par le maire d'Istanbul. Et d'ailleurs, chose intéressante, le comité directeur qui encadre cet institut mondialiste, il y a différentes nationalités, mais vous avez entre autres, je crois, Alain Juppé et maire de Paris, Hidalgo. Mais cet institut qui avait été créé en 2004, en fait, n'est que la conséquence de 3 autres instituts, dont le plus ancien date de 1913. Et c'est ça qui m'a... J'ai toujours été émerveillé par la qualité... la prévoyance de personnes qui, déjà en 1913, disaient
on va créer une sorte de gouvernance mondiale, entre autres des villes, de gestion des villes à l'échelle planétaire. Cela prendra du temps, mais dans 50 ans, dans 70 ans, dans 80 ans et plus, on y arrivera. Donc, dans le cas de l'Union soviétique qui s'est cassé la figure, il ne faut pas croire que le système est mort et enterré, et puis que les hommes qui sont sortis du système depuis 1990 sont des anges. Le système soviétique qui s'est écroulé, il a muté, en fait. Il s'est adapté à une nouvelle situation. Et d'ailleurs, Gorbatchev était là pour faire cette passation d'un monde à un autre. Et entre autres, parmi les acteurs clés du régime soviétique, vous avez le KGB. Et Vladimir Poutine en est issu. Et je ne peux pas croire qu'un homme comme Poutine, qui est passé à travers les mailles du filet du KGB, puisse tout d'un coup apparaître comme un homme patriote, animé d'une pensée purement nationale. Et il suffit de lire son discours de Valdai de 2014, d'ailleurs j'ai exposé les points clés, où il dit qu'il est pour le nouvel ordre mondial. Il est pour les unions régionales. Mais, ajoute-t-il, nous n'arrivons pas à nous entendre avec les anglo-saxons qui, eux, veulent en fait tout le gâteau. Et je procède par étapes. Et voyez-vous, le truc, c'est que le fond de cette histoire, c'est que vous avez des rivalités entre différents clans juifs. Vous avez des clans juifs pro-Poutine et des clans juifs pro-anglo-américains. Et qui s'opposent entre ceux qui sont pour une vision messianique sioniste, et c'est le cas du monde anglo-saxon, et ceux qui ont une vision anti-sioniste. Et on constate cela surtout chez les juifs auprès de Poutine. Donc ce sont des oppositions d'ordre religieuse, où le Grand Israël, qui va des rives de l'Euphrate jusqu'au Nil, eh bien, les sionistes sont pour cela. Vous avez d'autres juifs qui sont contre, qui disent que le Grand Israël ne peut être mis en place, et d'ailleurs même la création de l'État d'Israël, que par l'arrivée du Messie. Donc il y a des oppositions. Il ne faut surtout pas voir ça comme un clan unifié. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'avais cité dans cette préface, un article, je crois que c'est Times of Israel, qui disait en titre les Juifs d'Ukraine et de Russie sont en guerre. Parce que, au même titre que ces Juifs s'opposent dans tout ce qui est Israël et Grand Israël, ils s'opposent pareil pour l'Ukraine, à cause des Khazars, qui donc cet endroit de l'Ukraine, enfin surtout la partie orientale de l'Ukraine, où les Khazars se sont convertis au judaïsme. Et pour beaucoup de Juifs, l'Ukraine, ou en tout cas une partie de l'Ukraine, est considérée comme une sorte de seconde Judée. Pour certains Juifs, d'autres non. Donc vous avez des rivalités d'ordre spirituel, scatologique et matériel. Et c'est ça le truc. Et Poutine défend un clan. Il ne faut pas voir ça comme un homme, un orthodoxe à l'état pur. Pierre Hillard, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a derrière ça énormément de réel politique? C'est-à-dire que, par exemple, sur la question ukrainienne, des milliardaires comme Victor Pinchuk, qui organise beaucoup de choses. Le YES, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, Yalta Conférence. Oui. Il y en a tellement. Dominique Strauss-Kahn est dans l'affaire, et ainsi de suite, pour rattacher l'Ukraine à l'Union européenne. On a Georges Soros également. Mais sur la question propre à Israël, à l'État d'Israël, est-ce que Vladimir Poutine n'est pas en situation de force pour avoir dans un échange géopolitique stable, parce qu'il tient justement une partie de l'électorat israélien? On entend souvent ça aussi. Mais il y a beaucoup d'Israéliens russophones. Voilà. Oui, en fait, il faut bien levier de pression. Oui, mais ce sont en fait des rivalités. Je vais prendre un exemple. L'exemple, parce qu'en histoire, tout a été inventé. Donc, il faut toujours se référer au passé pour avoir des points de comparaison. Vous avez eu au XVIe siècle, au XVIIe siècle, je me trompe, vous avez eu les Pays-Bas, qui représentaient la superpuissance économique financière de l'époque avec le monde juif, la Jérusalem hollandaise.
Puis vous avez eu cette bascule d'Amsterdam vers la City de Londres avec Oliver Cromwell, et grâce à Ben Israël. Mais en fait, vous avez eu des rivalités entre juifs, entre les juifs des Pays-Bas qui voulaient que cette suprématie juive aux Pays-Bas perdure, et puis ceux qui étaient prêts à faire la bascule. Vous avez des rivalités internes. Ben là, c'est pareil. Vous avez des rivalités internes entre les différents clans juifs autour de Poutine, avec tout l'aspect pétrole, tout ce que vous voulez, avec les références religieuses, avec l'Ukraine considérée comme une sorte de seconde Judée, avec le Grand Israël qui doit aller du Nil à l'Euphrate. D'ailleurs, je rappelle une chose, c'est très intéressant, les rives. D'abord, j'ai publié, pour ceux qui s'intéressent, la carte du Grand Israël dans la 2e édition de mon livre, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, de Theodor Herzl, de ses carnets personnels, volume 2, page 711. J'ai encore la référence en tête. Et c'est très intéressant de voir pourquoi les frontières du Grand Israël vont de l'Euphrate au Nil. Pourquoi pas le Rhin et le fleuve jaune. Hein, on a envie de dire pourquoi l'Euphrate et le Nil. Tout simplement, il faut aller dans la Genèse 15-18 ou 9-15, 15-18 je crois, la Genèse 15-18, où il est dit que les frontières d'Israël vont du Nil à l'Euphrate. C'est très intéressant de voir cette référence biblique de la part de Theodor Herzl, qui se disait non religieux, de finalement s'appuyer sur des référents purement religieux. Donc, bien comprendre que ce sont des rivalités internes entre groupes juifs. Et d'ailleurs, il suffit d'ailleurs de se rendre sur certains sites tenus par les Juifs, comme Times of Israel et compagnie, qui montrent bien qu'il y a des rivalités internes. Et ces rivalités, quand on parle de l'opposition entre le monde occidental et le monde russe, c'est pas les Russes orthodoxes qui s'opposent à l'Union européenne et les États-Unis de l'autre, ce sont des intérêts de clans juifs, avec des intérêts financiers et puis des références spirituelles qui s'opposent au nom de la Russie, contre leurs coreligionnaires qui défendent une autre vision des choses, qui sont anglo-saxons, français, etc. C'est ça le truc. Donc Poutine, non. Et il y a aussi une chose, et c'est toujours, enfin j'y pensais depuis un petit moment, mais allez, je vais le dire quand même, d'autant plus que je l'ai écrit dans l'avant-propos, mais c'est une chose qui est maintenant incompréhensible et qui peut étonner plus d'un, et le terme est faible, c'est que comment dire, vous avez eu un événement extraordinaire en 1917 qui est la révolution bolchevique, au même titre que vous avez eu la révolution française 1789. C'est très intéressant de voir que ces deux révolutions ont eu lieu dans deux pays qui sont nés tous les deux d'un baptême. France, 496 Clovis, et Vladimir, c'est 900... J'aurais dû réfléchir avant. Enfin, c'est le Xe siècle. C'est 900 et quelques. 988, je crois. Enfin bref, peu importe. C'est avec Vladimir. Bon, on est donc deux pays qui sont nés d'un baptême. Un baptême, par définition, c'est une marque divine qui vous rend enfant de Dieu. Et ce qui est vrai pour une personne est vrai pour un pays. La révolution bolchevique, comme pour la révolution française, est une marque préternaturelle, satanique. Et parallèlement à cette révolution bolchevique, vous avez eu cet événement extraordinaire de 1917 au Portugal avec l'apparition de Fatima. Et parmi les messages de Fatima, vous avez une demande de la Sainte Vierge qui fait de la politique et qui dit, entre autres, que la Russie doit être consacrée à sa personne. Et elle dit d'ailleurs, pour que la chose soit faite, il faut que le pape, en lisant avec tous les évêques, consacre la Russie à sa personne. Elle n'a pas dit le monde. Elle a dit la Russie. Et pourquoi elle dit ça? Pour faire joli, pour que ça ait de la gueule, faire une belle cérémonie? Bien sûr que non. Dans un esprit catholique, là je demande aux auditeurs qui n'ont pas de culture religieuse, au moins de comprendre la logique du raisonnement. C'est qu'à partir du moment où vous avez une marque satanique avec le régime, la révolution bolchevique de 1917, il faut un désinfectant. Et là, ce que propose la Sainte Vierge en 1917, avec la consacration de la Russie à sa personne, c'est le désinfectant. C'est-à-dire, pour effacer la marque satanique, il faut que la Russie soit marquée par un désinfectant qui est la Sainte Vierge qui, on la représente souvent avec son talon qui écrase la tête du serpent. Est-ce que cette consécration a été faite? Non. Officiellement, on va vous dire oui en 43 ou 44, je ne sais plus la date, et au début des années 80, l'un avec le pape Pie XII et l'autre avec le pape Jean-Paul II, qui ont consacré le monde, j'aime bien le monde,
à la Sainte Vierge. Mais la Sainte Vierge, en 1917, à Fatima, a dit la Russie, point barre. Parce que la Russie, à cause de cette marque préternaturelle, a besoin d'un médicament spécifique. Et tant que la chose n'a pas été faite, rien de bon ne peut surgir de la Russie. Au même titre, tant que la France n'a pas été consacrée au Sacré-Cœur, comme l'a demandé au Christ, tant qu'il n'y a pas cette marque de désinfectant, eh bien, le renouveau de la France véritable ne peut pas se faire. Alors, ces propos sont incompréhensibles pour des gens déchristianisés ou agnostiques ou indifférents, mais en fait, c'est ça le fond de l'histoire, c'est ça le truc. Il ne faut pas voir les choses d'une manière matérielle, mais spirituelle. Et la Sainte Vierge, en 1917, elle fait de la politique, mais sur un fond religieux. Allez faire comprendre ça aux gens d'aujourd'hui. C'est très, très compliqué. Alors Pierre Hillard. Oui, Vincent. Parlez-moi d'Hugo Chavez. C'est un sujet que je maîtrise parfaitement. Ah oui, j'ai vu certaines de vos vidéos. Hein. vous maîtrisez votre sujet. Parce qu'alors là, l'idée selon laquelle Hugo Chavez participerait à finalement la gouvernance globale et au triomphe du mondialisme, c'est une idée qui est vraiment très paradoxale pour moi. Alors je souhaiterais que vous développiez cette thèse. Alors, Hugo Chavez m'a donné toujours l'impression d'un homme dévoué à la cause, voulant faire le bien. Mais faire le bien ne veut pas toujours dire être conscient quelquefois de ses actes. C'est-à-dire qu'il était de tendance socialiste, socialisante, avec tous les degrés, les nuances, parce qu'il y a toujours un éventail. Mais le socialisme fait partie intégrante de l'idéologie mondialiste. En fait, vous avez deux grandes branches avec toutes les nuances et les intermédiaires, le libéralisme et le socialisme. Après, dans le socialisme, vous avez les tendances marxistes, maoïstes, puis dans le libéralisme, vous avez tous les degrés, enfin, c'est le spectre de couleurs. Donc, en fait, indirectement, il s'appuie sur une idéologie rentrant dans la doxa mondialiste. Après, lui, en tant qu'homme, qu'il ait voulu sincèrement faire le bien, je le crois volontiers. Qu'il était animé de bonnes pensées, d'après tout ce que j'ai pu lire, entendre, entre autres en vous écoutant. Donc, en fait, je fais une distinction entre l'homme qui me plaît par ses propos, son dévouement, et en même temps, me disant, oui, mais il s'appuyait sur un terrain marécageux, qui ne pouvait pas durer. Et d'ailleurs, il y a un élément révélateur. C'est que vous avez dans le mondialisme, donc création de gouvernance mondiale, avec la mise en place d'unions régionales. L'Union européenne en étant un prototype plus avancé. Et pareil, vous avez l'Union africaine, l'Union asiatique, enfin l'Union euro-asiatique avec Poutine d'ailleurs, qui a lancé ça. Une communauté eurasienne qui veut une union supranationale, il a dit texto, officiel. Et vous avez eu la création de l'UNASUR. Donc tous les pays d'Amérique du Sud l'ont signé, à l'exception de la Guyane française. L'UNASUR rentre dans cette mouvance mondialiste de créer un bloc avec une volonté de mettre un parlement sud-américain, une volonté de mettre en fait une Union européenne version sud-américaine. Et Chavez a signé cela. Voyez-vous, ce que j'aurais aimé que Chavez ne signe pas et s'insurge. Il aurait fait ça. Mais il l'a fait. Enfin, je vais vous en parler. Mais il l'a signé. Il l'a signé pour quelque chose qui n'est pas ce que vous dites. Il a signé. Après, peut-être qu'il s'est rendu compte de son erreur. Ça, Non. Mais il a signé. C'est ça qui m'a... Dommage. C'est-à-dire que moi, Pierre Hillard, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous faites une erreur. Non. Allez-y, je vous écoute. Je vous réponds dans ma biographie d'Hugo Chavez. Je réponds, je prends à bras-le-corps cette thèse et j'y réponds. C'est-à-dire que l'UNASUR n'est pas l'Union européenne sud-américaine. Ce n'est pas un bloc cherchant à installer un gouvernement supranational, une assemblée nationale comme l'a fait l'Union européenne. Ce n'est pas ça. En réalité, c'est simplement une réponse géopolitique de bon sens face à l'agression des États-Unis, qui est une réalité. Vous savez que Hugo Chavez a été renversé en 2002, puis remis au pouvoir par son peuple. C'est donc bien la preuve qu'il luttait contre le mondialisme et que pour lutter contre ce mondialisme, il devait s'unir avec ses alliés sud-américains qui progressivement épousaient sa cause, si je puis dire. Alors, je vois ce que vous voulez dire. C'est ça qui est terrible, c'est que le mondialisme, il est pervers. Il faut pour le mondialisme toujours des opposants.
vais vous prendre un événement historique et ensuite on retombera sur votre ami Chavez. Vous avez un homme pour qui j'ai de l'admiration, qui était une canaille, mais on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais malgré tout admirer son habileté, c'est ce réformateur anglais Cranmer. Cranmer qui était évêque et qui a fait que l'Angleterre est passée du catholicisme à l'anglicanisme. Comment il a réussi à faire basculer une bonne partie du clergé catholique anglais à l'anglicanisme, et pareil pour le peuple. Il a compris qu'il fallait à tout prix créer deux oppositions pour créer un jeu de ping-pong en particulier entre les modérés et les fanatiques. Et il a créé de toutes pièces face aux modérés qui étaient acquis à la cause d'une modification de la société anglaise. Il a créé en face une opposition, mais d'ultra, pour jouer avec cette balance et donner l'impression qu'il y avait... il a créé une opposition artificielle. Et lui, il est apparu comme un médiateur. Et dans le mondialisme, c'est ça qui est terrible, c'est que les gens en face, et ça c'est typiquement, on appelle cela la rouerie, ont besoin d'hommes comme Hugo Chavez, comme opposants aux méchants libéraux capitalistes à la Rockefeller, pour donner l'impression qu'il y a une roue de secours, qu'il y a une opposition. Mais en fait, c'est la paire de ciseaux avec deux branches. Pas du tout, mais puisqu'ils ont tenté de le renverser par tous les moyens. Tous les moyens possibles, ils les ont utilisés. Ah oui. Donc comment pouvez-vous dire qu'ils... Comme Kadhafi. Donc comment pouvez-vous dire... Kadhafi. Oui, mais il y a un problème de logique. Non, c'est pas ça. C'est parce que parfois, la personne est utile pendant un certain temps et après, elle doit dégager. Elle est utile un certain temps. On peut faire la comparaison avec les opposants à l'aéroport de Nantes, qui sont les seules personnes qui peuvent nous faire accepter l'idée de l'aéroport. Attendez, là, on parlait d'Hugo Chavez. Non, parce que là, mais là, on parlait de résistance sérieuse, on parlait pas d'Europe Écologie Les Verts. Non, parce que Hugo Chavez, en reprenant la main sur le pétrole vénézuélien, avait commis un crime de lèse-majesté. Et ça, il l'a fait dès l'an 2000. Il est arrivé au pouvoir en 99, en l'an 2000, sur son bureau, il y a les dossiers pour reprendre en main PDVSA. Et c'est ça le cœur du problème, c'est un problème géostratégique pour les États-Unis. Je suis d'accord avec vous. En fait, on enlevait la manne aux firmes anglo-saxonnes, mais je suis d'accord avec vous. En fait, ce sont des rivalités vous savez, pensez au jeu d'échecs, vous avez l'échiquier et puis les pièces qui s'opposent. Les pièces peuvent aller dans tous les sens, en sachant que le cavalier n'aura pas la même fonction que la tour, ou la dame, ou le pion. Mais les pièces, peu importe leur fonction, auront leur avenir conditionné en fonction de l'échiquier. Et tant qu'on n'a pas supprimé l'échiquier, les pièces resteront malgré tout limitées. Et dans le mondialisme, vous avez deux branches, le libéralisme avec toutes ses nuances et le socialisme avec toutes ses nuances. Après, c'est des merdenzi, si je puis dire. Enfin, débrouillez-vous sur l'échiquier du mondialisme. En fait, ces gens-là, ils ont une laisse plus ou moins longue qui leur permet d'agir, mais ne comprennent pas qu'ils agissent sur un échiquier qui a été déjà fabriqué par l'ennemi. Et qui fait que, tant qu'ils ne suppriment pas l'échiquier, ils peuvent, entre guillemets, tout se permettre. Parce que ça ne remet pas en cause le système. Que voulez-vous dire, Pierre Hillard ? Allez plus loin. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous aviez pris le pouvoir dans un pays dominé par les États-Unis ? Qu'auriez-vous fait concrètement ? J'aurais demandé au pape, mais à l'époque c'était Jean-Paul II, d'abord de consacrer le pays, le Venezuela, à la Sainte Vierge. C'est la première chose. Parce qu'on retombe toujours dans la même maladie du matérialisme, qui consiste à vouloir régler un problème matériel alors que le fond est spirituel. Et puis, et c'est à cause de vous que j'aurais regardé parmi les personnes agissant au sommet de l'État et dans les instances politiques, économiques, ceux qui pèsent lourd et qui ont une mentalité frontière ouverte pour régler leur sort et faire en sorte que ces gens-là ne puissent pas communiquer avec l'extérieur. Enfin, en fait, créer un appareil politique, et c'est tout le problème, et le même problème pour la France, c'est d'avoir des hommes et des femmes au sommet de l'État, que ce soit parmi les hauts fonctionnaires
l'administration et les grandes entreprises qui soient des patriotes. Je veux bien croire que Chavez était patriote, mais il avait sûrement pas assez, en tout cas, il n'avait pas assez bien compris que parmi les gens constituant l'élite politique, économique, administrative de son pays, il y en avait qui avaient une vision qui allait au-dessus de l'intérêt du Venezuela. Il y avait un nettoyage à faire. Ça, j'en conviens, mais parfaitement. Mais le problème, si vous voulez, c'est que moi, j'ai essayé de comprendre comment a gouverné Hugo Chavez son pays. Et si vous voulez, c'est vrai qu'il a été trop gentil. Et en fait, on en arrive inéluctablement à cette conclusion que il aurait fallu qu'il instaure une dictature, pratiquement, pour pouvoir... Vous avez employé le mot que je n'osais pas employer. Oui, mais moi, En fait, un régime autoritaire, alors là, à la Franco ou à la Salazar. Et un régime se traduisant par l'arrestation des quelques centaines ou milliers de personnes, là, c'est à voir pour chaque pays, pour le Venezuela, je ne sais pas le nombre, de ces personnes, je vais prendre l'exemple de la France, le pays, il est tenu par quelques centaines ou milliers de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires qui verrouillent le pays et qui font que les vraies mesures pour remettre notre pays d'aplomb ne sont pas possibles. Eh bien, dans le cas du Venezuela, c'est sûrement pareil. C'est qu'il y avait sûrement un nettoyage à faire, mais le problème, c'est nettoyer, mais remplacé par qui? C'est-à-dire des gens à la fois compétents et patriotes. Et ça, je pense que Chavez n'avait pas assez, j'allais dire, de réserve humaine, il me semble, d'après tout ce que j'ai pu lire et entendre. C'est pourquoi son projet était tôt ou tard condamné. Il fallait, vous savez, occuper les secteurs clés, politiques, économiques, administratifs, journalistiques. Il a tenté de le faire. Il a tenté, mais il n'avait sûrement pas assez d'hommes et de femmes, de personnes compétentes et pour verrouiller le système et instaurer évidemment un système autoritaire, qui ne veut pas dire dictatorial à Staline, sûrement pas. Mais voilà, et le problème c'est que pour réformer un pays, il ne faut pas être seul, il faut être avec un groupe de personnes compétentes et bon. Vous savez, le Chavez, je casse pas du sucre sur le dos. Il m'a toujours donné l'impression d'un homme qui voulait faire du bien, mais il me semble qu'il n'avait pas tout compris de l'arrière-fond de la boutique mondialiste. Tout ne se règle pas d'un point de vue matériel. Bon. Non mais Chavez était imprégné de quand malgré tout. Bon, on va pas parler de. Alors, écoute, on arrête ici de parler de Chavez parce qu'il était. Mais s'il y a un président qui est spirituel, qui avait une spiritualité, c'est Hugo Chavez. C'est ça. Mais vous savez, le pape François aussi a une spiritualité. Mitterrand aussi, hein. Ouais. De Gaulle à la messe. Force de l'esprit. Vincent. Je crois à force de l'esprit. De Gaulle, pour moi, c'est le pire. De Gaulle, il appartenait pour moi issu d'une famille classique vieille France. Il comprenait parfaitement ce que j'ai dit sur la marque de la France, Sacré-Cœur et le baptême du Sacré-Cœur. Il aurait parfaitement compris ça. Mais c'était une pourriture, ce qu'on appelle le péché contre l'esprit. C'est-à-dire qu'il était capable de faire le mal contre des choses les plus subtiles et les plus intimes pour un pays, pour une personne, pour sa gloire personnelle. De Gaulle, pour moi, est un homme hors norme au service du mal. Il a réintroduit les principes de 89 en 1944-45 et il savait toutes les conséquences. Mais c'était d'abord lui qui devait servir. Alors Pierre Hillard, aucun dirigeant du XXe siècle et du XXIe siècle ne trouve grâce à vos yeux? À l'heure actuelle, parmi les principaux dirigeants, qu'ils soient nord-américains, européens, non. Je vous dirais, l'homme qui... C'est Hugo Chavez qui, pour moi, avait une volonté. J'ai toujours cru à une forme de sincérité de sa part, mais sur des bases, j'allais dire, marécageuses. Ça ne pouvait pas tenir, son truc. Mais je crois qu'il y avait de sa part une volonté sincère. Enfin, d'après ce que j'ai lu et entendu. Je ne suis pas un spécialiste. Mais je savais qu'il y avait des éléments clés qui lui manquaient et que sa mission allait se casser la figure. Puis maintenant, puis sa mort... On peut peut-être se poser des questions.
On peut tous mourir d'un cancer, mais il y en a quand même où ça tombe bien. Et Pierre Hélard, qu'est-ce que vous inspire par rapport au mondialisme, ce qui se passe en Iran depuis 1979 ? Ce sont des rivalités internes d'intérêts. En fait, voyez-vous, il faut peut-être pas se focaliser sur l'Iran, il faut se focaliser, entre guillemets, sur un ensemble de pays. La Syrie, l'Arabie Saoudite, Israël, le Qatar, l'Iran, la Russie, Turquie, évidemment, États-Unis, enfin bon, bref. Vous avez le Grand Israël qui doit être mis en place. Ce Grand Israël ne peut se mettre en place que par l'émiettement des pays arabes. D'où, par exemple, les travaux de Bernard Lewis, d'où les travaux de Ralph Peters, Le plan Inon ? Le plan Oded-Yinon. Vous avez aussi, ça s'est sorti au mois de septembre 2013 dans le New York Times, la décomposition de la péninsule arabique et la décomposition de la Libye entre parties avec la création de 3 cités-États. Après, l'ensemble, ce ne sont que des rivalités d'intérêt matériel, mais aussi spirituel, avec toujours cette idée de Grand Israël. Et si la Russie est intervenue en septembre 2015 en Syrie, et on n'est qu'au début, parce que maintenant on voit de plus en plus la Turquie, à l'heure où je parle, la Turquie et l'Arabie Saoudite qui veulent intervenir en Syrie, pauvres Syriens, parce qu'eux, ils se font dégommer. Si la Russie est intervenue, bon, certes, elle a une base la base navale de Tartous. Certes, il y a des réserves de pétrole, etc., et de gaz. Et donc, la Russie, dans cette histoire, veut sa part de gâteau, d'autant plus qu'il y a les accords Sykes-Picot qui sont nés il y a un siècle, je rappelle, qui ont l'air définitivement caducs, sont en train de voler en éclats. Mais il y a cette volonté de créer le Grand Israël, et les communautés juives, côté russe comme du côté anglo-saxon, se disputent entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui seraient pour dans certaines conditions, le tout lié aux intérêts matériels. Et l'Iran fait partie de ce grand jeu de rivalité. Après, vous dire au cas par cas, et en sachant que ça change au cours du temps, je ne pourrais pas vous le dire. Mais c'est ça le fond de l'histoire. Ce sont des rivalités d'ordre matériel, spirituel, sur une zone ultra sensible. Pareil pour l'Ukraine, ancien territoire des Khazars, sorte de seconde Judée, entre guillemets, avec des intérêts agricoles pour l'Ukraine, des intérêts stratégiques avec la mer Noire, lieu de passage en plus des oléoducs et des gazoducs. Je rappelle ce rapport de la German Marshall Fund, qui est un institut américain d'origine allemande, qui, dans un rapport de 2004, ça j'en parle dans mon bouquin « La marche assistive du nouvel ordre mondial », avec entre autres un des néoconservateurs qui s'appelle Bruce Jackson, qui évoquait en 2004 l'importance de la mer Noire. La mer Noire qui est une sorte de point tournant entre la Turquie, le Proche-Orient, l'Ukraine, la Russie, l'Europe, avec ses lieux de passage de l'éoduc et du gazoduc. C'est curieux, c'est là où ça pète le plus. Donc on voit que tout ça, c'est vu et préparé un peu à l'avance. Je me souviens que ce rapport-là, je l'avais expliqué dans un de mes livres. Et ma foi, c'est ce qu'on voit maintenant, enfin, depuis un petit moment. Il n'y a pas de surprise. Autre question, Pierre Hélard, plus d'actualité. Ah, c'est plus Chavez. Non. Le vendredi 13 novembre, oui. Attentat à Paris. Ah oui. Complot ou pas complot ? Alors, disons que on trouvera toujours des idiots, des fanatiques qui sont utilisés pour commettre des actes odieux. Bon. Ce que je vois, c'est que tous ces attentats, 13 novembre, et les autres qui ont eu lieu, et d'autres qui viendront dans l'avenir, permettent de maintenir une instabilité, une crainte, et une chose, je crois que j'ai jamais vu ou lu ailleurs, mais j'ai une chose pour moi qui est l'élément peut-être premier, c'est que ces événements, ces attentats terroristes, que ça soit complot ou pas, ont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un avantage. Ils permettent de mettre en place des lois liberticides, état d'urgence, tout ce que vous voulez, mesures qui ne pourraient jamais être mises en place si ces attentats n'existaient pas. C'est le principe de Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. Bon. Et
je crois que ces mesures liberticides qui sont mises en place en France, mais aussi dans différents pays européens à différents degrés, et idem aux États-Unis, je rappelle, entre autres, j'ai évoqué ça aussi dans mon livre La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, ces mesures liberticides avec mises en place au début des années 2000, mais qui sont suspendues. Je rappelle qu'il y a un mois de ça à peu près, vous avez le sénateur américain Mitch McConnell qui a mis en place, a proposé une résolution qui n'est pas encore adoptée ou qui va l'être, donnant les pleins pouvoirs au président des États-Unis avec loi martiale, possibilité de faire la guerre sans l'accord du Congrès. Enfin bref, bon, tout ça au nom de la défense de la liberté, lutter contre le terrorisme. Mais il y a une chose à laquelle je pense de plus en plus, c'est que ces mesures liberticides, au nom de la sécurité, etc., sont faites surtout pour autre chose. C'est pour, vous avez une situation politique, enfin plutôt financière, économique catastrophique, que le système financier va se casser la figure, avec des troubles sociaux immenses, et que ces mesures liberticides, en fait, sont surtout instaurées pour prévoir ces flux et ces troubles sociaux immenses suite à l'effondrement de telle ou telle banque, la Deutsche Bank pour l'Allemagne, ou que sais-je encore, ou l'effondrement du dollar, enfin peu importe. Il y a quelque chose qui va allumer la mèche, qui va allumer le feu à tout le reste. C'est qu'en fait, le terrorisme est l'arbre qui cache la forêt pour justifier autre chose véritable, qui est la crise qui arrive et qui est en train de s'accélérer. Et donc ces mesures liberticides permettent d'essayer, enfin en tout cas, les autorités tentent d'instaurer un cadre pour limiter la casse dans les débordements qui auront lieu inévitablement du fait de l'effondrement du système. C'est ça surtout que je vois. C'est plus un outil. Ces événements, ces attentats terroristes sont plus des prétextes pour autre chose. Et quand on voit ce qui se passe actuellement, par exemple, on voit que la situation, bon, je parlais de la Deutsche Bank, je rappelle que la Deutsche Bank a à peu près 52 000 milliards de dérivés. Bon, à peu près 15 fois le PIB allemand, c'est-à-dire que la Deutsche Bank se casse la gueule, l'État allemand ne peut pas remettre d'aplomb la Deutsche Bank. Vous avez certaines banques italiennes qui sont en état de faillite. Je rappelle que vous avez un indice qui est très intéressant, qui est le BDI, enfin le Baltic Dry Index. Les fret maritimes. Voilà, qui mesure les flux des transports maritimes entre l'Europe, l'Asie, l'Amérique, etc., pour tout ce qui a trait aux minerais, céréales et charbon. Et vendredi dernier, donc vendredi, je ne dis pas de bêtises, le 12 février, le BDI, enfin le Baltic Dry Index, était à 291. Alors pour vous donner une petite idée de la situation, ce chiffre qui est très intéressant, donc il mesure la santé mondiale, hein, quand il y a des échanges. Parce que c'est le sang. Voilà, c'est le sang des artères économiques. Hein. Quand l'économie mondiale est en bonne forme, les transports maritimes sont importants. À la veille du krach de 2008, le chiffre du BDI frôlait les 12 000 points, 11 793, je crois. Avec le krach de 2008, le chiffre est tombé à 663. Voilà. Il est remonté à partir de 2009 à environ 4000 points. Et depuis 2009, il se casse la figure avec des chutes, des remontées. Et là, au vendredi 12 février, il était à 291. C'est-à-dire un chiffre inférieur au krach de 2008. Pour vous dire qu'on est dans une situation où, en fait, on n'est plus très loin d'un effondrement généralisé. C'est pourquoi ces lois liberticides qui se mettent en place sont plus pour prévoir ces événements, même s'il y aura, à mon avis, malheureusement, d'autres attentats, mais qui aideront encore plus à serrer le kiki, surveillance en tout genre, voilà. Et si je peux me permettre, la loi renseignement a été préparée non pas suite aux attentats, mais depuis 2011 au sein de la fondation Jean Jaurès, notamment par Jean-Jacques Urvoas qui vient d'accéder au ministère de la Justice. Et puis pour compléter ce que vous disiez sur les indices de fret maritime, j'invite les auditeurs à regarder sur Internet les courbes de ces indices. C'est absolument stupéfiant. Bloomberg. Et d'ailleurs, les plus grands économistes, Georges Soros en tête, disent qu'on n'est pas loin d'une crise de 2008. Oui, empire, avec notamment la Chine, ce qui se passe du côté de la Chine, si vous pouvez un peu. Oui, en fait, l'économie chinoise s'éteint.
La Chine était le grand moteur de l'activité économique mondiale, et donc c'était ça qui expliquait tous les flux de transport maritime et des chiffres du BDI, enfin le point du BDI qui était donc très élevé. Et cette locomotive chinoise s'éteint. Et alors après, quel est l'élément? Vous savez, c'est comme un jeu de domino. Quel est l'élément qui va tomber et entraîner tout le reste? Je ne sais pas. Mais vous avez des spécialistes comme Peter Schiff, Egon von Geertz, Michael Pinto, etc., qui tous évoquent un effondrement en cours, pire que celui de 2008. Je crois que c'est Peter Schiff qui disait que ce qui nous attend, enfin la crise de 2008 était une balade dans un parc comparée à la crise que nous attend. Voilà, bon. Alors, autre indice révélateur, Pierre Hillard, c'est cette directive européenne qui est passée le 1er janvier sur le prélèvement directement en cas de défaut des banques sur les comptes des particuliers. Donc une mesure qui avait été testée à Chypre dès 2013 et une mesure analogue est passée aux États-Unis du côté de la Réserve fédérale américaine. Si vous pouvez un peu... Tout simplement, c'est pour préparer la crise qui s'annonce. Je vous dis, toutes les mesures liberticides, au nom de la lutte contre le terrorisme, oui d'accord, mais c'est surtout pour la crise. Et puis, ce que vous venez de dire, ça va dans le même sens. On est dans la période où le système s'écroule, et c'est d'ailleurs le principe propre à la pensée talmudique, où le malheur permet de rebondir à une étape supérieure. Et je pense, entre autres, aux propos d'un grand spécialiste du judaïsme qui s'appelait Gershom Scholem. Et donc je reprends l'expression, son passage du bouquin donc l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, où il part du judaïsme à partir de son ouvrage Le messianisme juif, essai sur la spiritualité du judaïsme, pages 31 et 32. Alors je vous lis un passage. Écoutez ce que dit Gershom Scholem. Le messianisme juif est, dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais assez insister sur ce point, l'attend de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans la vision de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. Et les événements qu'on connaît, ce qui se passe au Proche-Orient, la crise économique qui s'aggrave et qui va être épouvantable, ce sont et puis les rivalités Russie et puis le monde occidental de l'autre. Enfin, on a l'embarras du choix. Tous ces événements, ce sont des crises qui permettent de passer à une étape supérieure dans l'esprit du judaïsme talmudique. Souffrance de l'enfantement. On est en plein dedans. Et vous êtes rejoint dans cette analyse, donc, comme on en parlait au début d'émission, par nombre d'intellectuels juifs qui, depuis Béni Lévy, parce que ça a été le premier qui était secrétaire de Sartre, à emprunter ce retour au talmudisme. Depuis, il a été suivi par à peu près tous les autres, y compris même Alain Finkielkraut, qui peut parler de France des heures durant, mais qui, si on l'écoute sur d'autres antennes, oui, à cette filiation. Oui, ils ont. C'est une tradition qui est bimillénaire. Ce côté-là, ils n'ont jamais retourné leur veste. Ils sont d'une fidélité absolue. Simplement, oui, on vit une période d'immense bascule. C'est pourquoi, pour les auditeurs, je leur dire qu'ils se préparent psychologiquement, et si matériellement ils ont des moyens de se protéger, qu'ils ne se gênent pas, parce que dans quelques temps, un morceau de pain aura plus de valeur qu'un lingot d'or. Mais qui se disent qu'il y aura un renouveau. Mais ça ne sera pas l'ennemi qui aura le dernier mot. Il faut surtout avoir ça à l'esprit. Je crois, moi, au renouveau, et je crois au miracle. Je crois à la providence. Mais on va en baver. Et là, on est rentré dans cette zone de très forte turbulence. D'ailleurs, c'est ce qui fait que depuis quelques mois, je ne disais plus grand-chose, parce que vous savez, c'est comme une situation d'un cancéreux phase terminale, à un moment donné. Parler de la couleur de la diarrhée, j'avoue, c'est pas très passionnant. Donc pour vous, Pierre Hillard, la solution viendra du ciel et non pas des hommes? Alors, oui, vous savez, c'est la formule de Sainte Jeanne d'Arc, de par Dieu, les hommes se battront et Dieu donnera la victoire. Mais je veux dire par là que chacun d'entre nous, on fait de son mieux. Et en particulier, en lisant les bons livres,
qu'on peut trouver entre autres sur Contre-Culture. Et en même temps, donc se préparer à voir, parce que le problème, c'est que les gens aujourd'hui qui n'ont pas, sauf exception, de véritable culture politique historique. Savoir qui fait quoi, avoir une culture religieuse, philosophique, historique, connaître ce que les maranes, la construction européenne, le prix Charlemagne, par exemple pour le prix Charlemagne, qui donc, je rappelle, le prix accordé aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne, et j'avais raconté ça il y a des années, il y a quand même Bill Clinton qui a reçu ce prix Charlemagne en 2000, où il parle avec chaleur de la régionalisation de l'Europe. Eh bien, pour le prix Charlemagne de 2016, c'est le pape François, comme le pape Jean-Paul II en 2004. On a envie de dire, mais pourquoi ? Bon, parce que l'Église conciliaire, je dis bien l'Église conciliaire, donc depuis Jean XXIII, participe malheureusement à la mise en place de ce nouvel ordre mondial dans le cadre d'une religion universelle. Mais je crois au miracle parce que, bon, il faut pas se leurrer, l'ennemi il a tout. Il a les moyens financiers, les moyens médiatiques, et il a surtout, en gros, le contrôle des esprits. Les esprits sont ravagés. Il n'y a plus ce système immunitaire du bon sens. Voilà, ce sont des petits minets. Enfin, bon. Donc, c'est triste à dire, il faut le malheur et la souffrance pour mûrir. Et quand on souffre, on est moins con. C'est pas plus compliqué que ça. Et dans la souffrance, vous avez toujours l'instinct de survie. Et je crois au sursaut. Dans le malheur, l'instinct de survie qui se réveille avec un coup de pouce à la Providence. Et je crois au réveil, je le crois, sincèrement. Mais on va passer un sale moment, et on y est maintenant. On y est à quelques semaines, quelques mois, 1 an, 2 ans. Un peu plus peut-être, je serais incapable de donner évidemment une date, mais c'est plus dans 20 ans. Hein. Pierre Hillard, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, un livre de Carole Quigley que vous avez préfacé et qui donc aux éditions Retour aux sources et qui est disponible sur le site contreculture.com. Pierre, merci beaucoup pour cette conversation très, très intéressante, vraiment. Merci. Et Xavier, on se retrouve la semaine prochaine ? Tout à fait. Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Nano. Son album Mino Cerbès est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter le titre Cocagne. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.